Allez, on plonge aujourd'hui dans une période absolument fascinante et sacrément tumultueuse de l'histoire de France, les années 1848 à 1870. C'est l'histoire d'une révolution pleine d'espoir, d'un rêve immense, mais aussi de la façon dont ce rêve a pu, en un claquement de doigts, se transformer en toute autre chose, en un nouvel empire. Voilà la grande question qui va nous guider. Comment est-ce possible? Comment une telle explosion de liberté a-t-elle pu si vite laisser la place à un régime autoritaire? C'est une histoire pleine de leçons et de rebondissements et on va décortiquer ça ensemble. Alors on y va, on se téléporte directement en février 1848. Il faut imaginer l'ambiance. Paris est en ébullition, c'est la Révolution, le roi Louis-Philippe est chassé, et hop, la Deuxième République est proclamée. L'atmosphère, c'est un optimisme incroyable, presque irréel. On a l'impression que tout est possible. Et ça va à une vitesse folle. En quelques semaines à peine, des réformes qui semblaient impensables sont adoptées. On proclame le droit au travail, on limite la journée de travail, on instaure une liberté totale de la presse et de réunion, et le 27 avril, un acte absolument historique, l'abolition de l'esclavage dans les colonies. C'est un véritable tourbillon de progrès social. Et au cœur de cette révolution, il y a un chiffre qui change tout. 9 millions. C'est le nombre de citoyens qui, d'un coup, obtiennent le droit de vote avec le suffrage universel masculin. Imaginez un peu, on passe de 240 000 électeurs à 9 millions. Ce n'est pas une simple réforme, c'est un véritable séisme politique. La France entre de plein pied dans l'ère de la démocratie de masse, et elle prend une avance considérable sur ses voisins. Mais ce bel élan d'unité presque idyllique était en réalité très fragile. Très vite, les premières fissures apparaissent, et elles vont mener à une rupture sanglante. L'espoir va se fracasser sur les pavés de Paris. Pour bien comprendre le drame qui s'annonce, il faut saisir qu'il n'y avait pas une, mais bien deux visions de la République qui s'affrontaient. D'un côté, il y avait les républicains modérés, la bourgeoisie, qui voulaient avant tout des libertés politiques. Et de l'autre, il y avait les ouvriers parisiens. Eux, ils réclamaient une république sociale, une république qui garantisse concrètement du travail et une vie digne. Et ces deux rêves ne vont pas tarder à entrer en collision. L'étincelle qui va tout faire exploser, c'est la fermeture des ateliers nationaux en juin. Pour les chômeurs, ces ateliers, c'était le grand symbole du droit au travail promis en février. Leur fermeture est donc vécue comme une véritable trahison. La réaction est immédiate. Les quartiers populaires de l'Est de Paris se couvrent de barricades. C'est l'insurrection. La répression qui suit est d'une brutalité inouïe. Des milliers de morts, des dizaines de milliers d'insurgés arrêtés ou déportés. Cette citation, elle dit tout. Elle résume le drame à la perfection. Les liens entre la République et les ouvriers sont rompus. C'est fini. Le rêve d'une République fraternelle s'effondre dans le sang, et un fossé immense sépare désormais le monde ouvrier de la République des modérés. Alors, après cette tragédie, forcément le paysage politique est complètement chamboulé. Cette fracture béante, et surtout la peur du péril rouge qui s'installe dans tout le pays, vont créer un appel d'air. Un appel d'air pour un homme qui promet une chose, une seule, mais qui rassure tout le monde, le retour à l'ordre. Et c'est là qu'un nom qu'on croyait appartenir au passé fait un retour fracassant. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. En décembre 1848, pour la toute première élection présidentielle au suffrage universel, il est élu avec un score écrasant. Son nom seul est un programme. Il incarne la gloire d'antan et il rassure une France rurale et bourgeoise qui est terrifiée par le désordre. Et son ascension vers le pouvoir absolu va être méthodique, implacable. Étape 1, il est élu président. Mais l'Assemblée l'empêche de faire un second mandat. Sa réponse, étape 2. Le 2 décembre 1851, une date très symbolique, l'anniversaire du sacre de son oncle, il organise un coup d'État. Et un an plus tard, jour pour jour, il achève son plan et restaure l'Empire. La Deuxième République a vécu. C'est le début du Second Empire. Et attention, dans sa première phase, c'est un régime qui va être marqué par un contrôle très strict de la société. On serre la vis et fort. Pour asseoir son pouvoir, le régime se dote de tout un arsenal. Fini la liberté de la presse. Les opposants politiques sont surveillés, voire forcés de s'exiler. Et même si le suffrage universel est maintenu, les élections sont en réalité complètement verrouillées par le système des candidats officiels. L'État soutient ouvertement ses propres candidats, ne laissant que des miettes à l'opposition. Mais est-ce qu'un régime aussi autoritaire peut vraiment durer dans un pays qui a connu la fièvre de 1848 ? Non. Au fil du temps, il va être de plus en plus contesté et il va devoir se réformer. La question se pose vraiment. Face à une société française qui a quand même goûté à la liberté, est-ce qu'un pouvoir si personnel peut s'installer pour de bon sans rencontrer de résistance ? L'histoire va vite montrer que non. L'opposition la plus visible, au début, elle vient de l'extérieur. De nombreux républicains sont en exil, et le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Victor Hugo. Depuis son refuge, il mène une guerre de mots féroce contre l'empereur, qu'il affuble du surnom méprisant de Napoléon le Petit. Ces écrits, qui circulent clandestinement en France,
entretiennent la flamme de la résistance. Mais la contestation gronde aussi à l'intérieur du pays. Une nouvelle génération de républicains courageux, comme un certain Léon Gambetta, commence à faire parler d'elle. Et ça se voit dans les urnes. Aux élections de 1869, malgré tous les obstacles, l'opposition réalise une percée spectaculaire. Le régime ne peut plus faire l'autruche. Et donc, acculé, Napoléon III n'a plus vraiment le choix. À partir des années 1860, il est obligé de lâcher du lest, de libéraliser son régime. Le contrôle sur la presse est assoupli, le droit de grève est accordé, et surtout, le Parlement retrouve de vrais pouvoirs. L'empire autoritaire se transforme peu à peu en un empire plus libéral, presque parlementaire. Finalement, tout ce parcours est incroyablement sinueux. On part de l'explosion d'espoir de 48, on passe par la rupture tragique de la République, puis on arrive à cet empire, d'abord très dur, puis forcé de se libéraliser. C'est un chemin vraiment complexe, fait d'avancées fulgurantes et de retours en arrière tout aussi brutaux. Au fond, s'il y a une expression qui résume parfaitement toute cette période, c'est bien celle-ci, la difficile entrée dans l'âge démocratique. Rien n'a été simple. L'apprentissage du vote pour tous, du débat parlementaire, de l'équilibre des pouvoirs, ça a été un processus long, compliqué et parfois, oui, terriblement violent. Et on peut terminer avec cette question qui reste tellement d'actualité. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? Sans doute à quel point l'équilibre entre la liberté et l'ordre est fragile. Et comment le désir de stabilité, aussi légitime soit-il, peut parfois nous amener à sacrifier des idéaux démocratiques. C'est une leçon qui, elle, ne vieillit jamais. Merci de nous avoir suivis.